Salut à tous, donc l'Auto-Soudal, épisode 17. Eh bien, on a pas mal de choses à faire. On a Paris-Nice et Tirreno, dont il va falloir parler, et ensuite aborder Milan-San Remo et le début des Flandriennes. Alors, pour Paris-Nice, ça démarre avec une étape alléchante. Pourquoi? Parce que l'arrivée est pour un puncher sur secteur pavé. Donc ça, c'est tout à fait notre business dès qu'on a Tiche-Benoît. Alors, je propose de vous rendre quand même tout de suite à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour constater qu'on met en place notre stratégie. En fait, on va replacer Tiche-Benoît bien à l'avant en roulant assez fort pour éviter que certains puissent avoir l'envie de sortir, que Clear va faire le boulot et ensuite, voilà, parole à Tiche-Benoît. Il est parti dans le dernier kilomètre. Derrière, ça va rouler à toute blinde, mais normalement, on a de quoi résister. C'est limite. Cet Australien là est intéressant, ça fait plusieurs fois que je le vois. Ensuite Bob Jungels, Diego Ulissi. Voilà. Allez, on a pris notre étape, on est content, on passe à la suite. Ouais, Quintana, Kelderman, voilà. Il y a du monde hein, sur ce Paris-Nice. Richie Porte. Ne vous trompez pas, Richie Porte n'a forcément pas le maillot de champion d'Australie, on sait pourquoi. Et par ailleurs, il porte le maillot de la Movistar, parce qu'il a été, comment dirais-je, il a muté dans la partie. Voilà. Il a signé chez Movistar. On passe ensuite à l'étape 2. J'aime bien cette vue en ce moment, la vue hélicoptère, parce que je trouve qu'elle permet de mieux voir les choses quand on fait du x8, et Dieu sait s'il y a besoin d'en faire à de larges moments dans ce jeu pour passer quand même aux moments les plus importants. Alors, je tente quand même de mettre sur orbite notre sprinter de Beust, qui est pas trop mal parti, mais voilà, hein. Il y a du monde, il y a notamment Groenewegen et vous voyez Arnaud démarre à gauche, voilà, on fait troisième, c'est pas honteux, moi je suis content avec De Beust de faire troisième, ça me va bien, c'est déjà intéressant, on avait rarement fait ce genre de performance avec lui. Bon, le général, je vous le montre pas, il change pas. On a l'étape 3 qui arrive, et l'étape 3, elle est, au même titre que l'étape 1, elle est très intéressante pour nous, parce que là encore, elle est un peu taillée sur mesure pour Tiche-Benoît. Enfin, si on avait Wellens sur la course, ou si on avait Bettiol, je viserais aussi, hein, je viserais aussi l'étape. Hein. Elle est pour un puncher, pas de pavé cette fois-ci, mais elle est pour un puncher, donc on va pas se gêner. En tout cas, s'il y a quelque chose à faire. Donc, on avance, ça n'arrête pas. Voilà. Allez, dernier kilomètre. Ben, en fait, pas du tout. On y a cru, hein. Non, c'est parce qu'en fait, il y a parfois des signalisations qui, 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 qui ne conviennent pas par rapport au moment où on est dans la course. Parfois, c'est justifié parce qu'on est sur un circuit, alors qu'on voit qu'on arrive à franchir avec un gros travail de Van Endert dans les premières positions l'avant-dernière difficulté du jour. La dernière, c'est la petite bosse qu'on aperçoit sur la droite. Voilà, ici. Je vais évidemment tenter quelque chose à cet endroit-là, c'est normal. Je vais pas attendre le sprint sur le plat, hein, parce qu'à ce moment-là, c'est peine perdue. Puis en plus, De Beust n'est pas capable de suivre dans toutes ces difficultés-là. Donc, je ne peux le faire qu'avec Tiche-Benoît. Tout le monde est là. Tout le monde est là. On aperçoit le champion d'Italie Nibali, mais il y a également Porte qui est tout proche là. Il y a Quintana qui produit un effort. Moi, je vais y aller. Je vais y aller. Évidemment, l'avantage qu'on a avec le puncher Benoît, même si Benoît a des objectifs flandriens, mais il a un petit peu les deux. Le puncher Benoît a une capacité de démarrage qui est supérieure à celle d'un Richie Porte, par exemple. Donc voilà,
surtout sur ce terrain-là, c'est du pain béni pour nous. On en prend une deuxième. Il faut prendre tout ce qu'on peut parce qu'on ne sait pas ce qu'on sera capable de prendre après. Donc, moi, je prends ce qu'on me donne. Voilà, donc il reste leader, comme ça, bah, c'est bien, c'est rigolo, on aura porté pendant 2 jours le maillot de leader. Alors par contre, pour l'étape suivante, on se fait pas trop d'illusions, parce que ça a beau être du vallon, ça reste tout de même une épreuve de contre-la-montre. J'ai beau faire tous les calculs que je peux pour essayer de décrypter, pour optimiser la performance d'un Tish Benoît qui n'est pas spécialiste sur une épreuve comme ça, ben, à l'arrivée au classement de l'étape, je suis certain de prendre cher. Voilà. Bon, on a vu, il y a un intermédiaire pour Tish Benoît qui est à environ 1 minute de perdu, et il n'y a même pas Dumoulin qui est passé, hein, donc voilà. Hein. Dumoulin n'est pas là, il est sur Tirreno, mais je veux dire, Richie Porte, là, voilà, il n'était pas encore passé, mais pourtant, on était déjà à 1 minute, et puis on va finir avec 2 minutes, ce qui est pas folichon dans l'absolu, mais j'ai du mal à faire mieux. J'ai du mal à faire mieux avec Tish Benoît. Bon, quoi qu'il en soit, ses qualités sont ailleurs. Porte prend le maillot, mais c'est serré. Hein. Il y a Quintana, Pouls, Froome, Youngles qui sont pas trop loin. On va aller sur l'étape 5 à présent, cette étape qui est donc relativement vallonnée, même si l'arrivée, je parle des quoi, des 50 derniers kilomètres à peu près, voilà, c'est ça. Bah, il n'y a pas vraiment de difficulté majeure, et on aperçoit une petite difficulté là qu'on vient de passer à l'image. D'ailleurs, j'ai tenté de partir. J'ai tenté de partir avec Tish Benoît qui porte quand même le maillot blanc du meilleur jeune. Bon bah voilà, c'est une petite compensation, même si on a pris cher au classement général la veille. Le problème, c'est qu'il y a Nibali Youngles avec moi, mais il n'aide pas. Du coup, le pauvre Benoît s'épuise. Bon, après, ils sont malins, ils savent qu'au sprint, normalement, face à Benoît, ils se font taper. Donc, bon, ils ont préféré perdre que perdre, en fait, en substance. Ils ont préféré perdre sans gagner de temps que perdre en gagnant du temps. Chacun sa vie, chacun sa mentalité. Arnaud démarre encore une fois vainqueur. Il est décidément bien en forme depuis la mi-janvier ou la fin janvier. Ça fait un petit peu longtemps que ça dure et vous verrez par la suite que ça n'est pas terminé. Une étape 6 qui n'est pas non plus déplaisante pour nous. Hein, il y a quand même des étapes assez intéressantes sur ce Paris-Nice pour un profil de puncher. Après, je rappelle, hein, Benoît n'est pas à 100%. Hein. L'objectif de sa saison, ça n'est pas Paris-Nice. Si c'était Paris-Nice, il se comporterait différemment. Non, l'objectif, ça va être pour lui de déclencher le pic de forme. Moi, je l'ai déjà prévu. J'en ai même fait une vidéo. L'objectif, c'est déclencher le pic de forme, si possible, le jour même, le matin même du Tour des Flandres. Voilà. C'est vraiment l'objectif que je n'ai pas caché. Et donc, vous voyez, on est quand même encore loin. Là, on est sur la première semaine, on va dire première semaine et demie du mois de mars, alors qu'on voit Luis Leon Sanchez échapper avec le jeune Hardy, et ils ne seront pas repris, et ça va être une victoire d'étape pour l'un des deux, ça va être Hardy qui va l'emporter. Voilà. J'avoue que j'ai jamais vu courir ce coureur. Peut-être qu'on aura la chance de le voir sur la Vuelta, je ne sais pas. Donc voilà, victoire de Hardy, très bien. Ouais, je disais donc Benoît n'est qu'à 92% environ. Voilà, hein, ses objectifs, c'est pas tout de suite. J'ai même fait en sorte que à Milan-San Remo, il ne soit pas encore en forme optimale. D'ailleurs, du coup, c'est une grosse interrogation pour moi. Arrivera-t-il à le gagner quand même ou pas? Ben, ce sera très très instructif de voir ça. L'idée, c'est que vu que le général n'est pas un objectif, on a en plus déjà remporté 2 victoires d'étape, je vais essayer de rouler suffisamment pour garder le maillot blanc,
alors qu'on voit victoire de Wout Poels au sommet, magnifique, sur Quintana. Donc moi, mon seul objectif, c'est ça, ça va être de garder le maillot blanc. On a 2 victoires d'étape, surtout pas provoquer de blessures, alors qu'on voit que Wout Poels a pris le pouvoir sur ce Paris-Nice à la veille d'une étape 8 qui, de manière générale, est une... allez, c'est pas une parade, on va pas rigoler non plus, hein, mais c'est pas l'étape, pour avoir joué plusieurs fois dans le jeu, ce Paris-Nice avec ce tracé-là, c'est pas une étape dans laquelle il y a de grosses différences qui se font au classement général. Donc aussi, pour une raison, c'est qu'elle est courte. Alors qu'on voit chute de Tige Benoît, attention frisson, ça va, il repart, tout va bien. Moi, ce que je veux pas, c'est la blessure. Après, ne pas gagner cette étape-là, je vais vous dire, j'ai même pas forcé. Parce que je veux pas le fatiguer au niveau fraîcheur, mais quand même, il revient. Et puis en fait, dans la dernière descente, bah, vous voyez, il y a 1, 2, 3 échappés qui ont une grosse trentaine de secondes de retard. Je me dis, allez, on y va, hein, on rattrape. On arrive sur la prom. Vous voyez la promenade des Anglais à gauche. Ah, ça sprint. Non, quand même. On va pas les reprendre. C'est Woods, le Canadien, qui va gagner cette étape-là. Mais on va aller prendre une petite 4e place. Bon, peu importe. Enfin, je crois que ça fait des petits points UCI, mais ça fait vraiment pas grand-chose. Donc, Pouls gagne le général. Porte le maillot vert. On a vu Luis Leon Sanchez pour le maillot à pois. Et on a la chance que Tish Benoît prend le maillot blanc. Voilà. Je vous ai pas mis les autres. On passe maintenant à Tirreno, qui est en partie à cheval et en partie qui termine ensuite après la fin de Paris-Nice. Donc, Tirreno, c'est tout d'abord des calculs pour moi, mais je sais pas trop à quoi ça rime. J'essaie de faire des calculs pour adapter le temps des relais de chacun, sachant que dans PCM 18, il faut impérativement que votre effort il soit à 99. Comme ça, déjà, ça fait une question en moins. Il n'y a que à ajuster le temps. C'était pas trop le cas dans les précédents PCM. Alors moi, j'ai essayé de faire un petit panachage, vu qu'il dure 21 km, en me disant on est à mi-chemin entre le prologue et le contre-la-montre, donc je prends en compte les 2 notes, la résistance, voilà, bref. Il est plat, donc je prends le plat, etc. Vous m'avez compris. On passe à la suite. L'équipe Sky qui a survolé le contre-la-montre par équipe. L'étape 2, elle est pas passionnante a priori, puisque on est vraiment sur du plat, hein. C'est quand même destiné à des sprinters, tout ça. On peut tenter ce qu'on veut, mais bon, voilà. Sur ce Tirreno, nos têtes d'affiche à nous, c'est Van Aert, c'est De Bussere, c'est Michael Matthews, mais les uns et les autres ne sont pas forcément en forme optimale, hein. Le seul qui l'est, c'est Alberto Bettiol. Lui, il est en pic de forme, il est quasiment à 100%. Et donc Michael Matthews, en fait, je l'ai maintenu en course jusque-là parce que je me disais qu'il pouvait peut-être donner un coup de main du côté de San Remo quelques jours plus tard. Et ensuite, ce sera beaucoup de repos, frigo pour lui. Donc là, il fait une petite place. Bon, écoutez, pourquoi pas. Les 5e, voilà, bon, c'est pas extraordinaire. Victoire de Kittel. Par contre, l'étape numéro 3, elle m'intéresse déjà plus. Elle m'intéresse parce que j'ai des punchers, là aussi, comme sur Paris-Nice, j'ai une équipe avec pas mal de punchers. Je peux tenter le coup, non pas avec Van Aert, qui à 93 ou comme ça, 94, n'est pas encore vraiment super performant en vallon, hein. C'est surtout un coureur de classique du Nord, même s'il n'est pas mauvais en vallon du tout. Non, c'est plutôt du Bettiol ou du Matthews en fait, hein. Voilà. Donc c'est un petit peu selon. Alors là, on est sur la petite côte finale. Je vais essayer, voilà, avec Van Aert, de positionner Bettiol et Matthews pour voir lequel des deux s'avère capable d'aller
chercher une victoire d'étape, en tout cas essayer. Ah, il y a Kwiatkowski, dur. Il y a Tom Dumoulin qui a pas l'air faible. Dan Martin, hein, on a des clients. Hein. On va essayer de prendre la roue de Dan Martin d'ailleurs. Oui, Geraint Thomas qui montre un petit peu son museau. Bon, on a au moins pris la roue, c'est déjà ça. Malheureusement, Matthews décroche, donc Bettiol va devoir jouer le coup tout seul. On est pas mal, hein. On n'est pas trop mal, mais voilà, bah ça va faire du top 5. Voilà, 5ème, avec une victoire de Dumoulin. Bon, écoutez, encore une fois, une petite place d'honneur. Moi, ça me dérange pas. Thomas en tête au classement général. Il bénéficie encore, ainsi que Moscon et Kvyat, du magnifique contre-la-montre par équipe inaugural, hein, où ils ont mis plus d'une minute à tout le monde. Hein. Donc c'est sûr que ça aide. Donc par contre, l'étape 4, poulala, elle est pas pour nous. Hein. C'est tout ce que je peux dire. On n'a aucun grimpeur dans l'équipe là. Hein. C'était pas du tout le projet. On n'est pas non plus venu sur Tirreno pour jouer la victoire finale, hein, pas se mentir. Peut-être qu'une autre année, j'enverrai Wellens pour essayer quelque chose, ou Omen ou Bourgman, on verra. Ben, pas cette année. Donc là, on peut voir que sur cette étape-là, je vous ai même pas montré mes coureurs, parce que je crois que ce qui importe, c'est plus la victoire d'étape. Voilà, Isagire, devant Thibaut Pinot. Il y a du Tom Dumoulin qui est présent, mais Geraint Thomas n'est pas loin. Donc, magnifique victoire au sommet pour Izagirre. Du coup, forcément, oui, je vous ai mis le classement de l'étape, là le classement général. C'est serré, mais bon, il y a quand même 40 secondes. Ça va être quand même pour Geraint Thomas, probablement. Hein. Alors, attention, tout début d'étape 5. Moi, je l'ai repéré, cette étape 5, elle m'intéresse, on dirait une classique. Donc, puisqu'on dirait une classique, je vais envoyer en échappée ce que j'aurais pas pu faire dans une classique, justement, c'est de Bussole et Bettiol, parce qu'on les aurait peut-être pas laissés partir, mais là, vu leur retard au classement général, on les a laissés partir. L'écart restera toujours de l'ordre de 2-3 minutes, mais moi, l'avantage que j'ai, c'est que je vais réussir à maintenir 2 coureurs de mon équipe dans l'échappée pendant très longtemps, alors que certaines équipes en avaient 2 au départ, mais les ont perdus, ou en ont perdu un. Alors, de Bussole ayant très bien travaillé Bettiol, n'ayant rien fichu du tout, c'est à Bettiol de jouer. On est dans, regardez, une difficulté qu'on va retrouver encore 2 fois. Voilà, donc Bettiol prouve déjà qu'il est capable de s'échapper. Il est le plus fort du groupe. Clairement, même s'il y a Seb Van Mark, mais Van Mark est moins à l'aise en vallon. Hein. C'est un formidable coureur, mais il est moins à l'aise en vallon. Où on voit derrière que ça glandouille. Hein. Derrière, ça glandouille sérieux. Je pense à des étapes comme ça, à économiser mes coureurs derrière, pour qu'éventuellement ils aient une bonne forme le lendemain. Hein. Après, il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant à jouer le lendemain, mais jouer sur la fraîcheur, en fait. Voilà, vraiment jouer là-dessus. On voit que le peloton, a priori, n'est pas sûr de revenir. En tout cas, il faut continuer à rouler. Donc c'est ce que je fais. Je mets un gros effort, là, à 78 avec Bettiol. Il y a Van Mark et le dénommé Arthur Vichot, qui sont les rescapés de l'attaque de Bettiol dans la difficulté précédente. Puis là, on va arriver à proximité une nouvelle fois de cette côte dans laquelle j'avais attaqué précédemment, lors du passage précédent. Et voilà. Donc, vous voyez, hein, je roule. Hein. Il ne s'agit pas de laisser revenir, hein, parce qu'il y a des clients derrière. Hein. Il y a du Peter Sagan, il y a du Kwiatkowski, il y a des coureurs de classique. Hein. Donc, attention, hein, les mecs sont capables de vous reprendre 1 minute en pas beaucoup de kilomètres. Bettiol, deuxième passage. Là aussi, je vais essayer de faire souffrir. Hein. Faire souffrir. Cette fois-ci, ils suivent. C'est très bon quand ça suit parce que ils sont en train de vider leur barre en fait. Ils sont en train de vider leur barre. Il y a Vichot qui a lâché.
Sepp Van Mark n'a pas lâché, je le garde avec moi. Je le garde consciencieusement avec moi. L'idée étant qu'il puisse collaborer, parce que si je me retrouve seul, ça n'est pas la même chose. Alors que regardez la petite barre jaune, la petite barre rouge, là, je récupère pendant que Van Mark mène. Et du coup, ça m'a permis de reconstituer un petit peu de barre avant d'arriver au troisième passage. Et au troisième passage, par contre, là, je pique. Voilà, c'est à suivre. Attention, on pas se gêner, hein, pas faire semblant. Voilà, boum. Allez, bye bye. C'est pas tout ça, mais merci pour ta collaboration, Sepp. Mais nous, on a une étape à aller chercher. J'avais pas réussi à en attraper une sur ce Tirreno. C'était pas évident, il y avait beaucoup de concurrence, de très bons coureurs. Voilà, on va aller chercher notre victoire avec beaucoup de satisfaction. Première victoire de l'année pour Bettiol, qui avait fait 3ème au Strade Bianche. Et vous avez vu Kvyat qui revenait? Attention, hein. Les mecs, faut pas rigoler avec eux. Hein. Il y avait du Kwiatkowski là qui était capable de nous croquer si on avait fait les malins. Donc voilà, tactiquement pas trop mal joué, je trouve. Celle-là, je suis assez content de la stratégie de course. Geraint Thomas reste évidemment en bleu, voilà, il est leader. L'écart n'a pas changé puisqu'en fait tout ce qui s'est joué là c'était entre gens qui ont du retard au général. L'étape 6 ne restera pas dans les annales, étant donné que c'est du plat globalement. Alors là, chute. On voit qu'il y a pas mal de coureurs à terre, notamment. Aïe aïe aïe. Vous avez vu le petit mouvement là? Quand le mec tourne les jambes et ne bouge pas. Ouais, d'accord. On perd Heinrich Hausler, le poisson pilote de Matthews. Il va falloir que je repense l'équipe éventuellement pour San Remo juste derrière. Il y a un sprint, ça m'a un peu désorganisé, je vous avoue, parce que c'était juste avant l'arrivée. Et puis, du coup, j'étais moins au taquet pour lancer Matthews, mais qui, de toute façon, Matthews n'est pas dans une grande forme en cette fin de période de course pour lui. Donc voilà, Bettiol arrache une 6ème place, ce qui n'est quand même pas non plus honteux. Gaviria vainqueur, quand même. Voilà, donc comme je vous disais, je modifie un tout petit peu le planning. Parce qu'il faut pas rigoler avec les courbes de forme. Hein. Vous rajoutez une course à quelqu'un sans faire gaffe, peut-être que ça fout tout en l'air. On finit par un prologue. C'est un petit peu paradoxal. Je vous ai mis la course de Dumoulin parce que pour ce genre d'exercice, il est favori, même si on voit qu'il y a Bodnar de la Bora Hansgrohe qui est plutôt titulaire d'un super temps. Hein. C'est un spécialiste, hein, Bodnar. Un gros CLMer. Eh ben oui, d'ailleurs, il a battu Dumoulin. Et que fait Thomas? Ouais, Thomas limite totalement les dégâts. Il emporte le général. Voilà. C'est donc Thomas qui gagne ceci. Daniel Navarro, bon, pourquoi pas. Pour le maillot du classement montagne. Attention, en vert, c'est montagne. Le rouge, c'est le classement par points. C'est dommage, on l'a perdu à peu de choses près. C'était Bettiol qui le portait au matin de la dernière étape. Et donc, petit bilan avant d'aller à San Remo. Victoire de Pouls, Thomas, les Skies sont en forme. Et évidemment, 2 victoires d'un côté, 1 victoire de l'autre, des places. Ok, tout va bien. J'espérais pas mieux. On va à Milan-San Remo. Là, on rigole pas vraiment, c'est un monument. Notre leader, c'est Tish Benoît, mais avec la forme qu'il a, Bettiol est une option. Donc, comme je vous avais dit, j'avais envoyé Matthews pour travailler, on va dans le Poggio direct. Je vais pas vous faire supporter les 280 km précédents. Et puis je vais faire une petite tactique, regardez de Bussere et que lire. Regardez-les bien. Boum. Voilà, le petit barrage. Vous avez vu le petit barrage? Il arrive là, le barrage. Voilà, on fait un petit barrage. Comme ça, au moment du départ de Bettiol avec Tish Benoît dans la roue, eh ben,
ça fait en sorte que les mecs ne peuvent pas garder notre roue. Le seul qui a réussi, mais c'est un mutant total, c'est Peter Sagan. Alors, Dieu merci, Bettiol arrive à choper sa roue. Je dis vraiment heureusement parce que c'était pas gagné de la prendre cette roue, surtout que Sagan attaque comme un malade dans la descente. Et j'ai devant Tige Benoît qui roule le plus vite possible. Il est en attaque là, il est en position d'attaque. Sagan bouche le trou. Sagan est même sur le point de revenir. Du coup, je décide de balancer un gros effort avec Tige Benoît. Mais toujours Bettiol dans la roue. Et Tige Benoît, le pauvre, regardez la barre, regardez la barre, regardez la barre. Oh là là, il lâche. Oh là là, ça va être pour Sagan. Et non. Alors celle-là, elle est aussi passée pas loin de nous échapper. Hein. Parce que Tige Benoît a été court. Et là, j'ai mon analyse là-dessus. C'est que j'aurais dû l'amener à San Remo avec 1 ou 2% de plus. Et ça aurait peut-être suffi pour garder l'avance dans la descente. Mais d'un autre côté, événement incroyable, première victoire dans un monument pour Alberto Bettiol. Donc quelque part, je suis super heureux pour lui, je l'ai recruté pour en faire une star en compagnie de Wellens et Benoît. Bon, voilà. On ferme le chapitre italien, on part au nord, du côté des 3 jours de Bruges-la-Panne, où par contre là je n'aligne pas ma star Tige Benoît. Par contre je joue dans la continuité la carte Bettiol, avec une possibilité peut-être pour Van Aert. Et n'oublions jamais, lorsqu'il y a une arrivée potentiellement en sprint de petits groupes, faut jamais oublier de Bussole. Voilà, parce que il est vraiment pas mal. D'ailleurs, il nous avait rapporté, il nous avait rempli nos 2 premiers objectifs de l'année, hein, de Bussole. Hein. Donc voilà, j'essaye de durcir la course. Départ de Bettiol et Van Aert. Départ. Et malheureusement, ça roule derrière comme des malades. Pourtant, il n'y a pas Sagan, il n'y a pas Van Avermaet, il n'y a pas qui vous voulez. Hein. Il n'y a pas même les meilleurs Quick-Step, les Stibar, les Terpstra. C'est une course qui est relativement méprisée par l'IA. Donc, pour autant, quand même, ça roule comme des malades. Voilà, ils me reprennent. J'arrive pas à faire la diff. De manière générale, sur les Flandriennes, c'est très difficile de garder une avance pendant, je sais pas moi, 30 ou 40 kilomètres. Bon bah du coup, on n'a pas trop le choix. Il va falloir miser sur le sprint. Parce que, regardez, je tente tout ce que je peux. Hein. Je n'arrête pas de tenter. Départ de Bettiol. Je tente, j'arrête pas de tenter, mais vous allez voir, ça va encore revenir. Voilà, ça roule derrière. Pourtant, Bettiol a une jolie avance là. Hein. Il va avoir du mal à la garder. Et ouais, il reste encore 13 km, c'est long, hein, 13 km. Hein. Bref, qui a fait son retour dans le groupe? Eh bien, Algart, Keukelir et Yellow Wallace, alors que Bettiol commence à ne plus avoir la moindre énergie. On sera allé pas loin de l'arrivée, on était jusqu'à quelques kilomètres, à départ de la porte, et du coup je lance Keukelir, parce que c'est encore lui qui a la moins mauvaise note de sprint de nos coureurs restants, et comme on avait un objectif top 3, je sauve l'essentiel, c'est-à-dire l'objectif, à défaut de choper la victoire, ou d'avoir réussi à m'échapper, ou que sais-je, au moins j'attrape l'objectif. 2e place pour Debussere. On enchaîne, cette fois-ci Benoît est là, Bettiol, Van Aert, Debussere en soutien immédiat de leur leader Benoît sur le GPE3. Donc, départ à Harelbeek, arrivé au même endroit, ça commence super bien, chute de Benoît qui repart, abandon de Bettiol, génial. Alors ça c'est dommageable parce que Bettiol était dans une forme incroyable, et puis voilà, il fauchait en plein vol, bon bref. On le retrouvera dans quelques temps, ça c'est prévu. Bettiol va faire ses retours, c'est marqué
fin avril, nous dit le jeu. Et quant à son prochain objectif, il est du côté des championnats d'Italie. Voilà. Donc on le retrouvera sur la fin juin avec normalement un rôle majeur. On essaye un petit peu de durcir la course, même si je ne sais pas si c'est toujours une très bonne chose. Parce que est-ce qu'à l'arrivée on se fatigue pas plus nous-mêmes que ce qu'on fatigue les autres? J'émets de gros doutes. Bref, sur ce GPE 3, c'est la stratégie que j'ai choisie. À tort ou à raison. Donc, voilà, vous voyez, on a réussi à lâcher un Van Avermaet, on a fait des petites différences. Regardez, Sagan qui est un petit peu loin derrière. Il y a Lampard qui commence à lâcher. Par contre, Stibar, il est là. Bon, il y a quelques favoris qui sont encore avec nous. Mais globalement, il y a Van Mark aussi qui est là. Il reste plus de secteur pavé. Hein. Il reste que une grosse difficulté dans laquelle on est en train de rentrer. Et ouais, on pousse. Puis après, il restera encore plus d'une vingtaine de kilomètres de plat. Et l'idée, c'est que Van Aert va se sacrifier. Je vais prendre la roue de Van Avermaet avec Tish Benoît. Je ne sais pas si c'est la bonne roue, mais toujours est-il que c'est l'option que j'ai choisie. Il y a Terpstra aussi, il y a Van Mark. Les autres reviennent pas en fait. Hein. On sait que ça va se jouer entre ces quatre-là qui ont émergé du groupe des 11 qu'on voyait précédemment. Et là, je lance quoi. Je lance. Alors, je sais pas si j'ai bien fait. En tout cas, j'ai perdu. Voilà. Victoire de Greg Van Avermaet. Une deuxième place pour Tish Benoît. Commence à faire un peu beaucoup là. Troisième, deuxième, troisième. Bref. Voilà, donc on perd au GPE 3. Bon, après deuxième, ça va. Hein. Puis on perd Bettiol, hein. Ça c'est important parce que la saison des Flandriennes ne s'arrête pas là, loin s'en faut. Je l'avais prévu pour la suite également. Et pour finir cet épisode, on va se pencher sur Gant-Wevelgem. Encore un top 3. Hein. Le sponsor, il donne beaucoup d'argent, mais il est ambitieux. Donc sur Gant-Wevelgem, c'est un petit peu spécial. Il faut durcir, mais il faut pas durcir de sorte que vos coureurs soient trop atteints. Parce que sinon, ça se retourne totalement contre vous. Donc il faut essayer de trouver un petit panaché des deux. C'est de manière générale sur les Flandriennes ce qu'il faut arriver à faire. C'est éliminer ce qu'on peut et c'est pas évident. Éliminer un maximum de gens gênants. Qu'est-ce que j'entends par là? Des sprinters purs. Et d'un autre côté, conserver des forces. Hein, donc voilà. On arrive au juge de paix de Gant-Wevelgem. Enfin, j'aimerais bien que ça le soit. Ça m'aurait bien aidé. C'est le Kemmelberg qui a déjà été parcouru un petit peu plus tôt dans la journée. Kemmelberg là par la face sud. Donc j'applique ma petite stratégie. Hop, vous avez vu, j'ai laissé Wallace, Burghardt et Kökelil en espèce de blocage. Mais on va se faire reprendre. On va se faire reprendre et puis regardez, on est un groupe de 12. Alors ça m'énerve quand je vois Caleb Ewan qui est présent là-dedans. Quand je vois Bossenhagen, c'est normal. Thomas de Gent, c'est limite tiré par les cheveux, mais pourquoi pas. Mais il y a pire dans ce groupe, c'est Arnaud Desmar et Sonny Colbrelli. Voilà. Ceux-là, on n'a pas réussi à les dégager. Donc ceux-là, ils vont nous embêter beaucoup. Il y a Sagan, hein, parce que j'ai besoin d'en parler. Cette fois-ci, il est là. Donc là, vous voyez, hop, j'adapte un petit réglage, histoire de sacrifier Van Aert pour espérer un sprint où De Bussere emmènera Tish Benoît. En tout cas, c'est ce que j'ai dans l'esprit à ce moment-là. Et puis on est à 1 km 8,9 là, on va lancer. Hein. C'est peut-être un peu tôt.
honnêtement, quand je revois, je me dis que c'est un peu tôt. Sagan démarre, Colbrelli s'arrache. Benoît. Oh là là, on est dominé encore une fois. Et cette fois-ci, c'est Colbrelli. Bon, après, perdre sur Colbrelli démarre. On a même sauvé la 3e place. C'est un miracle parce que Benoît n'a pas du tout une note en sprint comparable à celle des 3 autres. Hein. Donc déjà, on a tapé Sagan sur la fin. C'est déjà un miracle. Parce que en sprint, ils ont plus de 80, ces mecs-là. Et de base, Benoît, il a 72. Hein. Donc, bon, déjà, on fait 3e. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fait 3e. Eh bien, à très bientôt pour plus d'aventures. Bye bye.